L'invité du jour sur Espoir FM. Dominique Verdaillan, bonjour. Bonjour. Quand on parle de votre nom, immédiatement nous revient une image, on vous voit, comme on dit, dans le poste de télévision, sur la 2, pour les affaires judiciaires. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes spécialisé, vous, journaliste, pour des questions comme ça de justice? Ça s'est passé en un week-end. J'étais journaliste à la rédaction d'Antenne 2 à l'époque. À l'époque, oui. C'est à la fin des années 80. Mon chef de service vient me voir un vendredi soir en me disant « Qu'est-ce que tu fais lundi ?» Lundi, je suis là. Disons, il y a un procès à couvrir, j'ai personne, est-ce que tu peux le faire? J'avais jamais mis les pieds dans une salle d'assises, j'avais aucune connaissance en droit. Et je me suis dit il faut que j'y aille, voilà, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'ai suivi ce procès qui était l'histoire d'un type qui avait tué un commissaire de police au moment de l'affaire Ben Barka. Je suis rentré le lundi dans cette salle d'assises majestueuse du Palais de Justice de Paris. Et il n'y avait pas de chroniqueur judiciaire à l'époque, c'était chacun son tour. Je me suis assis sur le fauteuil et puis ça a duré 33 ans. Et toujours avec la même appétence, toujours avec le même goût, le même plaisir de faire ce métier? Oui et non. Oui, parce que j'allais dire ma marque de fabrique, ça a été d'essayer de prendre par la main le téléspectateur et de lui expliquer comment la justice fonctionnait ou dysfonctionnait. Mais en revanche, il y a eu un moment, et ça a concerné un certain nombre de mes collègues, hommes et femmes, un trop-plein. Parce que au cours de ces 33 ans, j'ai couvert des affaires comme Omar Haddad, comme Simone Weber, Conce Boutboul, l'affaire Grégory, évidemment. Et puis après, on est rentré dans des affaires beaucoup plus glauques. L'affaire Outreau, l'affaire Dutroux, le réseau pédophile d'Angers. Et il y a un moment où le millefeuille est trop épais. Donc voilà, j'ai souhaité passer à autre chose. Et en particulier un livre. Alors, un livre, oui, parce qu'il y avait peut-être aussi de ma part une frustration. Parce que quand vous êtes journaliste à la télévision et à la radio, vous êtes contraint de respecter des minutages. Parce qu'un journal, ça fait 30 minutes, 35 minutes. Voilà, donc une chronique, c'est quelquefois un sujet de 2 minutes, c'est quelquefois 1 minute 30, puis quelquefois, ça devenait 50 secondes, 40 secondes, donc on n'a pas le temps de tout dire. D'où la volonté de détailler, de raconter un peu plus en profondeur. Et puis surtout aussi, parce qu'encore une fois, 33 ans de chronique judiciaire, donc des liens qui se sont tissés, des liens professionnels, avec des magistrats dans un premier temps, avec des prévenus, des accusés, des victimes, et donc voilà, une volonté de leur donner la parole pour qu'eux aussi aillent plus loin. Les cabossés de la justice, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Rocher. Pourquoi cabossés? Parce qu'on ne sort pas indemne? Non, c'est une machine à broyer. Et mon premier livre était les magistrats sur le divan. C'est-à-dire que je m'étais interrogé comment ces juges, ces procureurs qui sont confrontés quotidiennement à la noirceur, au drame, les attentats, les catastrophes, les crimes, mais aussi le fait de retirer son enfant à un couple ou à une mère de famille qui ne peut pas s'en occuper. Comment on gère ça au quotidien? Et donc, ils m'ont dit, effectivement, on doit prendre sur soi pour se débarrasser, si vous me permettez l'expression, de ses émotions et de ses ressentis, et puis faire son boulot. Voilà. Mais quand on est victime, quand on a été accusé à tort, quand on a été placé en garde à vue, en détention, quelquefois à juste titre, mais quelquefois aussi pour s'entendre dire plus tard, écoutez, il n'y a pas de charge contre vous, soit vous avez bénéficié d'un non-lieu, vous êtes acquitté. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comment la justice répare les dégâts qu'elle commet? Est-ce qu'elle répare? Non. Non, c'est pas dans sa philosophie, c'est pas non plus dans son mode de fonctionnement, parce que les juges passent à d'autres dossiers. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils indemnisent. Oui, quelquefois, ils indemnisent. On l'a vu dans l'affaire Outreau, où effectivement, les acquittés ont été indemnisés. Mais est-ce que l'indemnisation répare? Non.
La blessure, elle est toujours là. Le côté cabossé est toujours là. Et donc, voilà, c'est une somme de rencontres avec des gens qui ont été dans cette machine judiciaire. Et comme je le dis, voilà, vaut mieux être témoin qu'acteur. Alors, c'est vrai que... est-ce que la prison est salvatrice, selon vous, Dominique Verdaillan? Aujourd'hui, c'est compliqué parce que la prison elle-même ne peut pas remplir son rôle. Parce que quand vous avez dans un établissement pénitentiaire une occupation qui dépasse les 100%, elle ne peut pas faire son rôle. La justice, quelquefois, effectivement, décide d'incarcérer, mais quelquefois, elle décide, et a raison, une peine alternative. Évidemment pour les délits, pas pour les grands crimes, style travail d'intérêt général. Sauf que c'est difficile de trouver un travail d'intérêt général parce que des entreprises ne le souhaitent pas. Le monde est méfiant. On est méfiant, des municipalités aussi. Voilà. Donc, oui, bon, on a l'habitude de dire qu'elle est criminogène. Oui, quelquefois. Il ne faut pas dire non plus que c'est valable pour tous, mais c'est une question très très difficile. D'autres pays ont choisi d'avoir des prisons ouvertes, c'est une solution. D'autres pays, comme les pays nordiques, ont dit ben voilà, il faut que les prisons soient ouvertes ou qu'on fasse autre chose. Chacun est en train de rechercher la bonne solution. Mais on a l'impression qu'en France, au contraire, on durcit les peines, non? Oui, alors j'allais dire, ça va à l'encontre de la pensée de l'opinion publique, parce qu'on a l'impression qu'elle est laxiste, etc. Non, les peines, c'est vrai, quelquefois, sont exécutées avec beaucoup de retard, mais voilà, encore une fois, les prisons sont pleines, il y a de plus en plus de condamnations. Une surpopulation pénale. Une surpopulation pénale. Et puis, voilà, il y a ce débat toujours qui consiste à dire « Ah oui, mais ils n'ont pas effectué leur peine jusqu'au bout ». Bon, voilà, imaginez que demain vous soyez incarcéré. Si vous n'avez pas au bout du tunnel une lumière qui vous dit peut-être que je sortirai avant, vous transformez les prisons en bombes et vous mettez en difficulté le personnel de prison, parce que sinon ça devient oui, quelque chose, ça devient une cocotte minute. C'est vrai, nous allons très régulièrement, nous, dans centre de détention de Villeneuve-sur-Lot, et c'est vrai que ce que vous dites, quand on rencontre des détenus qui disent « J'ai fait 6 ans, il vous en reste combien ?» Il m'en reste 18. Et le gars, il vous dit, mais avec les remises de peine, je pourrais peut-être sortir plus tôt. Et effectivement, si vous enlevez cette possibilité aux détenus, c'est fini, quoi. Vous aurez, comme vous dites, de véritables bombes dans ces lieux clos. Après, la difficulté, c'est que la prison doit être, comment dirais-je, j'allais dire presque un lycée, non, mais doit accompagner, doit participer à la réinsertion. Sauf qu'il n'y a pas assez de travail. Et puis il n'y a pas assez aussi de personnel pour encadrer. Voilà. Pas assez d'éducateurs, pas assez de psychologues. Qu'est-ce que vous pensez de la justice restaurative? D'autres pays l'ont testé. Madame Taubira avait lancé l'idée. Pour l'instant, c'est un petit peu lettre morte en France. Oui, ça marche avec difficulté parce que déjà que la justice n'arrive pas à faire son travail, j'allais dire, habituel. L'administration pénitentiaire, elle aussi, est engorgée, même si c'est elle qui bénéficie de la part de budget le plus important. Voilà, donc ce sont des principes très lourd à mettre en place, mais il y a un très bon film d'ailleurs qui est sorti il y a 2-3 ans, je n'oublierai pas vos visages si ma mémoire est bonne, et qui montrait très bien ce face-à-face qui peut exister entre des victimes et d'autres auteurs. Évidemment, difficile de mettre les victimes face à leurs propres auteurs, mais c'est pas le but de la justice restaurative. Voilà, c'est des bonnes idées, mais parce que la justice, elle doit toujours s'imprégner et s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger. Voilà, donc ça fonctionne aux États-Unis, ça fonctionne en Angleterre, ça va fonctionner en France, mais tout ça sera très très long à mettre sur pied. Alors Dominique Verdaillan, pour clôturer notre entretien, quel est le procès ou les images qui vous ont le plus marqué?
en tant que chroniqueur judiciaire? Oh là, vous allez me faire hérisser les poils. C'est le procès du trou. Parce que les faits sont horribles et que quand vous êtes journaliste et qu'on vous dit il y aura quelques journalistes qui pourront aller au transport de justice et qui pourront rentrer dans la cache où étaient prisonnières les jeunes filles victimes de Marc Dutroux. Quand on vous dit ça, vous dites c'est formidable, j'ai la chance d'y aller. Ne pas y aller aurait été une faute professionnelle. Donc voilà, vous partez avec toute la cour d'assises. L'autoroute est bloquée, il y a 4 Mercedes avec les accusés, il y a 2 cars avec les jurés, les magistrats, les avocats, les journalistes, il y a les hélicoptères parce que tout ça est bien maîtrisé, il n'est pas question que Marc Dutroux en profite pour s'évader. Vous arrivez sur les lieux, vous voyez une palissade, l'audience continue, donc voilà, vous attendez votre tour et vous êtes un des derniers à rentrer et vous découvrez cette cache. Ouais, j'y suis resté quoi ? J'y suis resté un quart d'heure, même pas. Et dans une certaine mesure, je dirais que j'en suis jamais sorti. Parce que quand vous voyez le lieu, quand vous voyez le matelas, quand vous voyez la planche où elles pouvaient mettre leurs affaires, où vous voyez sur les murs jaunes les écritures au crayon, on devient à son tour un cabossé. Merci beaucoup Dominique Verdaillan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les cabossés de la justice, publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.